Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges au siège, Bernard Bougman, Geoffroy Va qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, Madame, Messieurs. Le vent de changement a soufflé sur l'institution police nationale. Dieudonné Ouattara prend les commandements du corps. Il remplace à ce poste Jean Bosco Kinou, qui aura passé 6 ans à la tête de l'institution. Analyse et décryptage des juges sur cette actualité. Une autre actualité enrôlée pour cette convocation, ce sont les sanctions contre le Mali et les conclusions de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut retenir que la Russie et la Chine font bloc derrière la transition malienne et disent non à un texte soutenant les sanctions de la CEDEAO. Vous aurez le regard des juges sur cette actualité, mais avant, nous allons tourner la première page de cette émission, les avant-propos. Et pour cette page avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougman. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est le communiqué des autorités maliennes signé par le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, qui est d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, donc le colonel Abdoulaye Maïga, qui fait état effectivement de survol d'avions. Qui a quitté Abidjan, Gao et qui est retourné à Abidjan dans la soirée du mardi 11 janvier 2022. Donc il rappelle que son espace aérien est fermé pour ce genre effectivement de vol. Alors c'est sûr que ceux qui ont envoyé l'avion, parce qu'il est clairement dit que l'aéronef a d'ailleurs éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et a coupé la communication avec les organismes maliens de contrôle. Maintenant, ils disent, en dépit de cette manœuvre frauduleuse, les capacités de défense nationale récemment acquises ont permis d'identifier et tracer la trajectoire de l'avion. Donc, ça s'apparente à un avion furtif, à un avion espion, par rapport au comportement qui a été effectivement donné de voir. Mais les Maliens disent qu'ils l'ont repéré grâce aux moyens qu'effectivement ils ont pu acquérir. Donc ici, ce qui est donné de voir, peut-être que ceux d'ailleurs qui ont envoyé cette mission savent que l'avion va être repéré, mais peut-être jouent la carte de la provocation pour pousser les Maliens à bout. J'imagine si Bamako faisait déposer cet appareil, comme on l'a vu parfois dans d'autres pays, la Russie en a payé les frais. Par moment aussi, les États-Unis également ont payé les frais de ce genre d'avions furtifs, d'avions espions repérés et descendus par le camp d'en face en fonction des espaces qui ont été violés. Donc j'ai dit à supposer que Bamako avait déposé cet appareil, on serait dans une crise encore plus grave que celle dans laquelle nous sommes. Donc je ne pense pas aussi que l'heure soit à la provocation, étant donné que c'est des gens qui ont pris librement la responsabilité sur eux de fermer les frontières au Mali. Je ne vois même pas encore maintenant pourquoi est-ce qu'il y a effectivement un vol qui se fait. Bon, il paraîtrait que la précision c'est que les avions militaires ne sont pas concernés, mais Bamako dit qu'il ne veut plus en entendre parler. Donc, militaire ou pas, l'espace aérien effectivement est fermé. Donc, je pense aussi que les différents États membres de la CEDEAO avec la France n'ont pas, je pense de mon point de vue, n'ont pas besoin d'exacerber la crise dans ces conditions-là. Donc, c'est sûr que l'étau se resserre autour de Bamako, qui est obligé naturellement d'ouvrir les négociations. L'Algérie, c'est un bon canal, certainement pour des négociations, pour voir à partir de ce moment comment est-ce que la transition va s'opérer et mettre fin à la transition pour pouvoir aller aux élections. Mais ce n'est pas en accueillant Bamako, avec aussi sur fond de provocation, que nous allons résoudre ce problème-là. Nous n'avons besoin que la poudre parle pour régler ce genre de problème. Et je pense également qu'il va de la responsabilité des États de savoir raison garder. L'avion a décollé à Abidjan. Alassane Ouattara fait partie des chefs d'État qui n'ont pas du tout été tendres vis-à-vis de cette junte-là, même quand Ibeka a été aidé à descendre parce que la CEDEAO a dit que c'est une démission assistée. Donc je reprends les termes de la CEDEAO. Même quand les militaires ont aidé Ibeka à descendre de son fauteuil, Alassane fait partie des chefs d'État qui n'étaient pas d'accord et qui voulaient le rétablissement, ne serait-ce que par la force.
En son temps, des pays comme le Burkina avaient trouvé que c'est contre-productif, ce n'est plus possible. C'est une aventure sans issue. Il ne faut pas rêver. Donc la suite, on la connaît. Donc aujourd'hui, par le comportement aussi des autorités de Bamako, ça a remis le couvert. Mais il ne faut pas aussi pousser, je pense, le bouchon jusqu'à un niveau. Même si Gbagbo a été délogé par les rafales françaises, les gazelles françaises appuyées par des hélicos de l'ONU et tout, Bamako, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Le message s'est tellement passé à Bamako. C'est sûr que ce que Gouta et ses camarades veulent, c'est pouvoir voir comment est-ce que maintenant la transition va se terminer dans des délais, pas en février, pas le 27 février, et passer à autre chose. C'est mieux d'envisager la piste de la négociation que de bander les muscles, jouer les provocations, parce que si aujourd'hui, j'ai dit, la poudre va parler, ça va être sur les civils maliens. Ça va être sur des populations qui n'ont rien à voir avec ces guerres et ces crises d'orgueil entre dirigeants, entre chefs d'État. Non, j'ai dit bien qu'il faut savoir raison garder. Si son espace aérien est fermé, je pense que pour pouvoir y aller, il faut procéder autrement. Mais de mon point de vue, c'est de la provocation qui vise à pousser Bamako à la faute pour pouvoir effectivement taper. Mais les dégâts collatéraux qui va les assumer, c'est la population civile. Merci juge Bougma. Bonjour doyen des juges. Et bonjour président, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors qu'est-ce que vous avez comme avant-propos pour partager avec les téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et WattFM? D'abord, m'excusant déjà d'être arrivé sur ce plateau quelque peu en retard, mais j'ai comme avant-propos la sortie, la dernière donc de l'APMP, Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, qui appelait à une unité, une solidarité autour de FDS et aussi des autorités. Mais il y a une autre sortie qui m'intéresse, c'est concernant le Front progressiste, parti politique, qui a comme figure de proue Garafou Dignan, qui a appelé récemment au départ du président du Faso Roch-Kaboré du pouvoir, donc qui démissionne. Et le parti, la majorité présidentielle qui s'offusque et qui dénonce une position pareille venant quand même d'un des leurs. Donc un parti allié, un parti membre de la majorité, c'est quand même surprenant. Et il dénonce aussi le fait qu'il soit instable, prenant pour argumentaire ces va-et-vient entre la majorité et l'opposition, disent-ils. Mais je pense que ça aussi, il ne faudrait pas s'en surprendre, d'autant plus qu'on a vu une ruée vers la majorité qui, pour beaucoup, posait le problème de la conviction, de la sincérité. Est-ce que certains n'étaient pas partis parce qu'ils n'avaient pas envie de rester dans l'opposition du fait d'un attelage qu'ils trouveraient mal assorti avec, par exemple, un CDP, CFOP, qu'ils ont peut-être combattu à un moment donné et dont ils ne partagent pas peut-être une majeure partie de la vision et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve, c'est vrai, et même au-delà de tout, sur des plateaux, on se retrouve à avoir des postures, même de membres de la majorité, très, très, très critiques et véhémentes à l'endroit de la façon de gérer les choses aujourd'hui du pouvoir. Maintenant, bon, de là à demander le départ du président alors que vous êtes dans la majorité, je pense que la première des choses à faire, c'est de quitter cette majorité et puis après, maintenant, pour être logique avec soi-même, poser ce type de revendications qui sont quand même de l'ordre du non négligeable. Et je rejoins quand même la PMP qui se surprend d'une telle façon de se comporter et d'une telle posture. Peut-être que ça serait intéressant qu'on le reçoive au tribunal pour comprendre davantage. Mais c'est ce que je voulais partager comme avant-propos, tout aussi surpris. Merci, monsieur le juge, pour ces propos introductifs. Nous allons en tout cas dire merci à l'équipe de réalisation pour cette émission, le tribunal de l'actualité, une équipe qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les médias leaders de lundi au vendredi sur le coup de 8h. Alors je le disais en début d'émission, le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara est le nouveau patron de l'institution police nationale. Il a été officiellement installé hier dans ses fonctions. Il succède ainsi à Jean Bosco Kiounou, je l'ai rappelé, qui a passé 6 ans à la tête de ce corps-là, après les différents corps de l'armée. C'est la police aujourd'hui qui est touchée par ce vent de changement. Juge Bougma, pour beaucoup, c'est dans l'ordre normal des choses, puisque la police aussi est partie prenante dans cette lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Oui, c'est dans l'ordre normal des choses en fonction du dynamisme ou de la vision que le nouveau ministre veut donner et le nouveau premier ministre veut donner.
Donc, c'est en fonction peut-être aussi des profils des uns et des autres et du résultat recherché qu'on arrive là. Mais bon, être déchargé d'un poste de responsabilité, ça ne doit pas être un événement en soi, parce qu'on a remplacé quelqu'un. Donc on est appelé un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, également à céder le fauteuil à d'autres personnes pour pouvoir continuer ce que nous aussi nous sommes venus continuer de faire. Donc je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Et même si on est en temps de paix, même si nous sommes dans une situation stable et tranquille, il y a toujours eu des changements à la tête des différentes institutions, fussent-elles policières. Donc, de mon point de vue, effectivement, je suis tout à fait d'accord que c'est logique. Mais maintenant, la police partie prenante dans la lutte contre le terrorisme, ça oui, et ça également. Donc, je dis bien, en fonction des résultats atteints de ce qu'on veut, peut-être que le profil n'est plus adéquat, ou bien la personne peut mieux servir ailleurs. La preuve d'ailleurs, Jean Bosco qui nous rejoint le ministère. Je crois qu'en tant que conseiller technique, en tant que conseiller technique, c'est-à-dire que bon, on a plus besoin de vous ailleurs parce qu'on estime que vous êtes mieux là-bas que à la poste de la direction générale. Donc, c'est une question de choix du nouveau ministre par rapport aux résultats atteints. Donc, effectivement, c'est l'ordre normal des choses. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai que quand on prend la police nationale, c'est un corps qui a été secoué par de multiples crises. La tête de l'ancien DG a même été souvent demandée par les syndicats de la police. Aujourd'hui, avec ce changement, est-ce qu'on ne fait pas d'une pierre deux coups, régler en même temps les dissensions, les divisions internes? Bon, c'est peut-être la suite des choses qui va nous rasséréner ou peut-être infirmer ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il est celui qui parvient au moins à ramener tout le monde autour d'une même table, au moins ouvrir le dialogue? C'est vraiment au pied du mur qu'on le verra. Mais à sa prise de fonction, qu'est-ce qui a été dit? Il a été clair que ce qui devrait rester derrière, il a parlé de clivage. Et c'est le mot qui est sorti, clivage au sein. Et il a demandé la cohésion. Donc c'est un diagnostic qui pour moi n'est pas une erreur. Ce qui se racontait est donc vrai. Ça veut dire que au sein de la police, il y avait de véritables problèmes parce qu'on arrivait à un moment donné, on n'arrivait pas à se parler. Donc si vous avez un corps aussi essentiel où le directeur n'est pas en honneur de sainteté avec ceux qui le dirigent, je suis sûr que ça sera vraiment un véritable problème. Et si le nouveau venant met cela comme une priorité, ça veut dire qu'il a connaissance déjà des problèmes internes et il espère donc pouvoir s'atteler à ce que cela ne continue pas. Et puis on a tous décrit aussi, je ne dirais pas décrit, mais on a tous vu aussi avec un certain regard le mouvement fort au sein de la police. On parle de UNAPOL, l'APN et tout. On s'est demandé, mais est-ce que ça sied à la police? Mais bon, tout le monde aussi a le droit à un moment donné d'être syndiqué et puis défendre ses intérêts. Maintenant, on les a sentis aussi très souvent sur certains terrains qui n'étaient pas essentiellement de l'ordre de l'amélioration de la condition de vie ou de travail, mais qui étaient des positions et des postures un peu plus prononcées, mais pas sur ces chapitres-là de façon clé. Donc on sentait que ça allait cailler. On espère qu'il aura le coup de force pour pouvoir gérer, mais il y a aussi un autre chantier dont il a parlé. Il a parlé des classements REDLAC et il espère pouvoir travailler à ce que la police nationale soit vue sur un œil plus favorable. Alors, juge Bourma, c'est un secret de polichinelle, la police divisée, deux syndicats qui ne sont pas toujours en odeur de sainteté. Donc, c'est le défi majeur du nouveau DG qui doit travailler à rassembler, comme lui-même il a dit, tous les éléments autour d'un même objectif et redorer surtout le blason de la police nationale. Ça ne va pas être une chose facile parce que les deux syndicats, les positions sont suffisamment tranchées. Quand on se rend compte de comment est-ce que la gestion était faite entre l'ancien DG d'ailleurs et son adjoint, c'était compliqué parce que apparemment les deux étaient
s'entendaient pas aussi par rapport aux deux syndicats. Donc les positions étaient très difficiles entre les deux. Les relations étaient très difficiles à un moment donné parce que sur la question des syndicats, ils ne s'entendent pas. L'UNAPOL d'un côté, l'APN de l'autre côté. L'APN dont le récépissé a été refusé, dont les cadres ont été d'ailleurs effectivement radiés des forces de la police. Donc, et c'est un procès qui demande qu'on remette à l'APN son récépissé en bonne et due forme. C'est aussi un procès qui a demandé la réintégration des éléments de l'APN qui avaient été effectivement licenciés. Et donc maintenant la gestion également du dossier en même temps était occupée par quelqu'un qui a été ancien patron de l'UNAPOL, donc Armiao Zongo d'ailleurs, qui a été nommé aussi chargé de mission lors du conseil des ministres du 5 janvier, qui a aussi nommé l'ancien directeur général conseiller technique au niveau du ministère de l'administration, au niveau du ministère de la sécurité. Donc ça ne facilite pas les choses. Donc parce que l'UNAPOL est né certainement pour travailler à préserver les intérêts matériels et moraux des policiers. Donc quand le tout premier secrétaire général a rejoint une ONG humanitaire en lâchant l'UNAPOL, Armiao est arrivé, mais la succession, on a vu que c'était déjà compliqué. Il y en a qui ne partageaient pas cela. Pour des questions de grade aussi, où on dit que l'UNAPOL est en majorité dégradée, l'APN c'est les moins gradés. Déjà, il y avait déjà ce problème-là. Donc, au départ, un syndicat qui est venu défendre les intérêts matériels et moraux, et après, il y a une crise de confiance qui fait naître un autre syndicat qui dit que c'est lui qui est mieux placé pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, donc de la police. Déjà, le verre est déjà rentré dans le fruit. Donc, les éléments, à un moment donné, ont trouvé un autre boulot à régler, plutôt que, effectivement, de se concentrer sur les attaques terroristes, parce qu'il y a un nouveau problème qui est là qu'il faut régler. Il y a un problème de confiance. Imaginons les éléments de ces deux mêmes syndicats sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, ou parfois sur des questions de collaboration ou de relations à hiérarchie ou d'ordre à donner, parce que à un moment donné, l'on ne verra, c'est humain, ça va être difficile de voir le collègue de service qui est là, mais on voit effectivement l'autre camp qu'on baptise à tort ou à raison en fonction de sa position de fantoche, de vendu ou de gâteau, je ne sais pas moi. Donc est-ce qu'on avait besoin de ces deux syndicats en même temps dans la police, dans ces conditions au niveau de Burkina Faso? Ailleurs, il peut peut-être avoir plusieurs syndicats de cette même police, mais dans notre contexte, surtout que ça s'est terminé dans les conditions qu'on connaît, ça créait quand même de la méfiance, de la défiance, une rupture de confiance entre les éléments. Donc, et nous sommes dans ce contexte-là. Les autres viennent d'être réintégrés administrativement. Ça a été, comment on appelle ça, le nouveau ministre connaît quand il est arrivé, il a travaillé à ce que la décision de justice qui n'était pas exécutée par l'État puisse l'être. Mais ça a eu le temps de distendre davantage les positions, parce que ça a pris du temps. Et les uns et les autres nous posaient la question de savoir pourquoi. Quand Armiao Zongo est passé au tribunal de l'actualité, il disait que c'est l'agité qui avait le dossier, qui devait écrire, alors que c'était fait aussi depuis longtemps. Donc on a l'impression que c'est à un moment donné, c'est même au niveau du ministère, même dans les rangs de la police, que beaucoup ne voulaient pas faire bouger les lignes pour la réintégration de leurs frères, de leurs camarades. Donc, j'ai dit bien, on a créé un nouveau problème. Naturellement, M. Ouattara dit la police a été ébranlée. Effectivement, elle a été ébranlée. Comment restaurer cette confiance-là entre deux syndicats? Comment dire, écoutez, il n'y a pas de syndicat qui va, allons ensemble? Est-ce que les deux syndicats pourront se parler un jour, dire, bon, écoutez, on fusionne les deux syndicats, on trouve une autre dénomination, on fait comment? Je ne sais pas. Donc, ça n'a pas facilité les choses, sans oublier également l'ébranlement de ce corps-là aussi est venu aussi de ses relations avec les autres corps. Par moment, entre la police et la gendarmerie, c'est souvent très tendu. C'est souvent très tendu. À un moment donné, c'est des sorties médiatiques pour régler certains problèmes. Donc, la police aussi a été ébranlée. Elle était énervée à un moment donné. Elle dit, il y a des armes qui sont venues pour nous, on ne nous a pas donné. Ça traîne. Donc, le ministre Corée également, à son arrivée, on a vu une remise de matériel, comme on appelle ça, à la police.
et qui a dit quand le terroriste attaque, il n'extirpe pas les corps. Donc l'heure n'est plus à dire ils ont droit à tel armement, ils n'ont pas droit, ils ont ceci, ils ont cela. Bon. Est-ce que tout ce discours il est entendu? Est-ce que ce conflit de leadership au niveau du ministère, est-ce qu'il est réglé? Parce qu'il y a dans ce même ministère-là et des gendarmes et des policiers qui à un moment donné se disputent les questions de positionnement. On avait aussi vu cette sortie qui demandait presque le renvoi de tout ce qui est entourage du ministre. Directeur de cabinet, directeur de la communication de la presse ministérielle, directeur des ressources humaines. Donc il y a tous ces éléments-là qui ne facilitent pas la tâche. Alors, monsieur, en tout cas, lui, sa mission, c'est de faire en sorte que les deux syndicats puissent se parler, se comprendre et puis avancer, parce que j'ai dit bien, ça ne facilite pas les choses. D'accord. Alors, une nomination qui se fait dans un contexte général, on l'a dit, il y a un changement qui est opéré presque dans tous les corps impliqués aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Bernard Bougma l'a rappelé. Il y a la police nationale qui, pendant longtemps, a cherché sa place dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Les syndicats qui estimaient qu'ils n'avaient pas droit à un certain type d'armement pour pouvoir être efficace sur le terrain. Alors c'est aussi un défi du nouveau DG, d'abord renforcer cette collaboration avec les autres corps et permettre à cette institution de pouvoir mieux, trouver sa place dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Oui, c'est vrai, vous faites bien de le dire, parce qu'on a même reçu ici notamment les figures de proue les leaders syndicaux, notamment au niveau de la police, qui ne se sont pas cachés de ce que, à un moment donné, ce qu'ils demandent, c'est avoir une force de feu, pas forcément égale à celle des militaires, mais qui leur permettent, parce qu'ils sont exposés autant que les autres, de pouvoir, au cas échéant, se défendre. Et ça, ils l'ont dit ici, ils ont défendu clairement leurs conditions qui n'étaient pas forcément réduisantes. Et ça, on l'a vraiment entendu. Mais tout à l'heure, quand j'écoutais Bernard Bougma, ce qu'il dit, c'est très pertinent. Concernant les syndicats qu'on a à l'intérieur, vous vous rappelez, on n'avait seulement que l'UNAPOL. Maintenant, c'est des dissensions internes au niveau de l'UNAPOL qui est sorti, l'APN, je me rappelle c'était quoi, un 13 octobre 2018, ils ont fait un point de presse, je pense le 30 octobre 2018, et puis les propos n'étaient pas du tout tendres à l'endroit notamment du directeur général. Donc vous comprendrez que ce n'est vraiment pas simple dans ce contexte en termes de gestion. Je vais vous rappeler l'un des propos par exemple, et c'est un morceau que j'ai choisi d'ailleurs, le point de presse du 30 octobre. C'est avec consternation que les policiers ont constaté et quand je dis votre, il parle du directeur général, votre gestion chaotique, calamiteuse, revancharde et mafieuse de la police nationale. Ça c'est... Nous sommes nous sommes des civils. Hein. Et qu'est-ce qui vient à la tête d'un civil lorsqu'on parle d'homme de tenue? Rigueur, discipline, respect de hiérarchie. Donc, ce type de propos, par exemple, on peut l'entendre d'un syndicat, oui, bon, agent, fonction publique, on peut l'entendre, mais on se dit police, armée, c'est pas des choses auxquelles on est forcément habitué. Mais il faut le reconnaître, au Burkina, on est dans ce registre-là. Et quand vous écoutez même dans le point de presse, de ce qu'il sortait, et qui était posé par l'APN, c'est l'ingérence, notamment du directeur général, dans le fonctionnement même de l'UNAPOL. Donc ils se sont dit, on a créé quelque chose pour poser le problème qui sont les nôtres. Si le directeur vient à l'intérieur et tire les ficelles, c'est pas bon. Donc ils se mettent de côté et créent quelque chose d'autre. Donc quand on est dans une ambiance un peu délétère de ce type-là, où il n'y a pas la confiance, où un directeur général est décrié, à la limite vomi, c'est difficile. Directeur, c'est difficile de diriger ces messieurs. Et encore plus qu'on parle de police, où je pense que le plus important, c'est le caractère non contesté de ce qui est information descendante et ordre et autres éléments. Donc quand on est dans ce type de rapport, ça devient bien difficile. Maintenant, le nouveau directeur général qui arrive, comment est-ce qu'il va manœuvrer? Peut-être qu'il n'est pas tributaire des dissensions passées, mais il va lui falloir beaucoup de gnac et en tout cas un dos assez large pour pouvoir on va dire
gérer un peu les clivages qu'il y a et les oppositions. Parce que au sein de la police, il faut le dire, c'est pas simple. Et ça, tout le monde l'avait remarqué. D'accord. Alors, on l'a dit, des clivages, la difficulté de parler d'une même voix avec les deux syndicats. Finalement, c'est quoi la solution? C'est vrai aussi, beaucoup le reconnaissent, les lignes ont bougé avec ce qu'on a connu comme action de ces différents partenaires sociaux ou bien syndicats, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revoit le cadre réglementaire? Est-ce qu'il faut faire un rétropédalage pour revenir sur cette décision de permettre un syndicat au niveau de la police? C'est quoi finalement l'option? Ça, c'est aux politiques de regarder, c'est au ministre de regarder, c'est à la hiérarchie policière de regarder. Un syndicat de la police a existé, à un moment donné ça a disparu des radars au Burkina. Les anciens parlent de 74 où on n'en avait plus entendu parler jusqu'à ce que l'UNAPOL soit créé après l'insurrection populaire et à l'avènement du pouvoir du MPP. Bon, alors aujourd'hui la question, et ça c'est comptabilisé d'ailleurs au niveau du pouvoir comme un élargissement aussi des libertés jusque dans les rangs de la police, donc de forces de défense et de sécurité. Alors donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut penser à dire bon, vous parlez, faites en sorte de revenir être un syndicat unique pour faciliter les échanges, parce que si vous êtes ministre, vous êtes DG, vous recevez l'UNAPOL, 2 heures après vous recevez l'APN, peut-être pour vous poser les mêmes préoccupations ou des préoccupations diverses, alors que tous les deux disent c'est pour le bien c'est pour améliorer les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Dans les autres corps, il y a beaucoup de syndicats. Dans l'enseignement, il y en a beaucoup. Dans l'enseignement, il y a plein de syndicats. Au niveau de la santé aussi, il y en a. Vous avez le SINCHA, vous avez le CIMEB, vous avez à l'intérieur maintenant des corporations en fonction du corps, donc comme on appelle ça, du profil. Au niveau du ministère des Enseignements, vous avez les syndicats d'enseignants, les encadreurs pédagogiques, le personnel d'appui. Donc, chaque entité, donc même à l'intérieur des syndicats, des corps, il y a encore d'autres phalanges parce que à un moment donné, il y a que des gens ne se trouvent pas pris en compte dans les dénominations ou dans les combats. À un moment donné, le SINTER était obligé de s'appeler la F-SINTER pour prendre en compte également les autres éléments, comment on appelle ça, à pouvoir mettre là-dedans. Donc, c'est pas nouveau. Donc, à la police, on est un syndicat, 2 syndicats, 3 syndicats ou 4 syndicats. Là n'est véritablement pas le problème. Ici, vous avez des syndicats qui se combattent ouvertement. Vous avez également ici comme on appelle ça, des syndicats qui ont fait que la hiérarchie elle-même, elle est divisée. Mais c'est encore plus sensible parce qu'il s'agit de syndicats de police. Ce n'est pas un syndicat d'enseignants ou d'une autre corporation. C'est syndicat de police qui, quand elle va en grève, les impacts ne sont pas les mêmes. Parce que dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, s'ils disent que bon, nous allons suspendre nos activités pour 24 heures, imaginons ce que ça peut donner comme... Donc c'est ce qui fait peur aux populations, c'est ce qui fait peur effectivement aux citoyens. Ah, si ceux-là vont en grève, on va faire comment? Parce que c'est ça, la sensibilité de la question. Donc ce n'est pas qu'on dénie à des citoyens le droit de s'organiser et de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on dénie à un corps d'avoir plusieurs syndicats. Non, ce n'est pas ça. C'est à l'arrivée comment est-ce que les revendications corporatistes n'impactent pas sur l'action à mener dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, qui sont 2 choses différentes. On était déjà dans l'insécurité avant le terrorisme. Les braquages, comment on appelle ça, les contrebandiers et tout ce qu'on a comme on appelle ça, petite ou grande délinquance. Ce travail-là était déjà là, donc on avait déjà des problèmes sécuritaires avant que effectivement la question du terrorisme n'arrive. Donc déjà il y avait ça. Maintenant, dans ce contexte, je dis bien la lutte contre le terrorisme, comment garder la sérénité au niveau des rangs, que les syndicats se parlent sérieusement pour dire écoutez, l'intérêt c'est d'abord le policier et ensuite
comment est-ce que le policier lui-même se sécurise, comment il se sent à l'aise moralement et sur le plan social pour pouvoir se défendre lui-même et défendre les autres, se protéger lui-même, protéger les autres et protéger les citoyens. Si on règle cette question maintenant par rapport aux autres éléments, comment on fait? Parce que le plus important, c'est d'identifier la contradiction principale, régler la contradiction principale, et puis bon, les autres contradictions secondaires, là, c'est facile effectivement à gérer. Donc, aujourd'hui, est-ce que APN UNAPOL, c'est le parfait amour, parce que la direction aussi de l'UNAPOL a changé? Est-ce que, parce qu'à un moment donné, celui aussi qui gérait la question des carrières, à un moment donné au niveau de la police, c'était aussi le patron de l'UNAPOL, au niveau de la direction générale qui s'occupait des questions des ressources humaines également. Donc, voyez-vous, ce n'était pas aussi simple. Et quand l'APN a été créée, on a vu les différentes affectations où des gens ont été mutés très loin de Ouagadougou, mais c'était des affectations sanctions qui avaient été dénoncées en son temps. La suite, c'est le bras de fer. Certains ont été affectés, ils disent ils ne partent pas, et puis la suite, on la connaît, c'est le licenciement. Donc, j'ai dit, est-ce que notre police, dans ce contexte-là, a besoin de ça? Je pense que non. Maintenant, est-ce que le nouveau directeur général saura trouver les mots et les gestes qui vont avec pour faire entendre raison, pour que les uns et les autres se rapprochent, pour arrêter de se combattre, puis sauver effectivement l'essentiel. Ça, en tout cas, c'est un défi qu'il a relevé. Alors, à l'écouter, il a déjà identifié les grands défis de ce corps, de l'institution police nationale. Et une des missions qui s'est assignée, c'est avoir surtout une police professionnelle républicaine et surtout vertueuse, travailler à quitter le classement du Red Lac, parce que quand on a aujourd'hui la perception de la population sur ce corps-là, c'est pas toujours évident. Alors, c'est un gros chantier, le juge va le rappeler tantôt. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas seulement même que la lutte contre la corruption. Voyez-vous, c'est vrai que ce n'est pas seulement dans les rangs des polices, de plus en plus dans les rangs des FDS, il y en a qui sont pris pour faire des braquages. Par exemple, il y a un qui vient d'être condamné dans le Boulkemde à 15 ans avec 10 ans avec chose. Voilà. Donc, et ce n'est pas seulement dans les rangs de la police. Donc, que ce soit au niveau des... On a vu aussi à Tinkourgo, là c'était un gendarme, et puis tout récemment un militaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement dans les rangs de la police elle seule. Mais il y a ces questions-là aussi qu'il faut travailler à résorber. Que des braqueurs ne soient pas issus des rangs de la police, de la gendarmerie ou encore moins des militaires. Donc, il y a ce langage-là aussi à avoir. Et il y a aussi ce travail à faire. Maintenant, l'épineuse question, c'est aussi la question de la corruption. Mais quand on regarde la question de la corruption, c'est sur la sécurité routière. Tous les corps qui sont en tête, c'est ceux qui sont sur la route. Police municipale, police nationale, gendarmerie nationale, douane, DGTTM. C'est ceux qui interviennent comme on appelle ça, dans le domaine de la sécurité routière qui tiennent au haut du peloton. Donc ce n'est pas que tous les actes au niveau de la police passent par de la corruption, mais c'est sur le trafic routier. C'est sur le trafic routier. Donc il y a le comportement des policiers à interroger, il y a le comportement du citoyen aussi à interroger. Mais tant qu'on n'aura pas des sanctions exemplaires, et pour le corrompu et le corrupteur, ça va être difficile que nous puissions nous en sortir. Parce que la tentation, pour quelqu'un effectivement qui est mis aux arrêts, au feu, qui est interpellé pour non-respect du code de la route, en fonction de l'infraction, la tentation c'est de dire je glisse un billet et je file, plutôt que d'aller chercher la carte grise ou le permis de conduire ou l'engin en question qui sera conduit en fourrière probablement. Donc cette tentation, le citoyen lui-même l'a déjà. Et ce qu'il cherche, c'est de sonder pour voir est-ce que le policier ou le gendarme sera favorable à cela. Nous avons aussi reçu ici des routiers qui disent que quand vous-même vous refusez de vous soumettre à ça, pardon, vous avez des problèmes. Là, je parle des routiers. En ce moment, c'est la force publique même qui vous encourage à le faire et qui vous dit de le faire. Vous refusez, vous avez des problèmes sur tout l'axe. Parce que vous serez traité de récalcitrant, on trouvera les voies et moyens pour vous coincer.
où vous faites traîner dans les corridors, où voilà, on vous dit bon, il faut tout déballer, on va regarder même quand il n'y a rien, parce que vous ne voulez pas, parce qu'il faut dissuader les éventuelles brebis galeuses qui ne voudraient pas glisser un billet. Donc les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Et le citoyen corrupteur et l'agent corrompu ou qui se laisse corrompre. Mais tant qu'on n'aura pas, je dis bien, des sanctions exemplaires, ça ne va pas finir. Ça ne va pas du tout finir. Il y a des agents indélicats qui vous proposent ça. Il y a aussi des citoyens, dès qu'il est mis, il dit, c'est de l'argent qu'il veut, débrouille-toi de trouver un billet et puis tu vas partir. Si tu donnes un billet, tu vas partir. C'est devenu monnaie courante. J'ai dit, mais là, si l'impunité reste à l'état actuel des choses, on ne pourra rien. On va moraliser le policier pendant sa formation et le jour où on va lui poser les galons, le jour où on l'installe dans ses fonctions, on va lui dire de ne pas faire. Mais il dira tel cadre a fait ci, puisqu'ils ont aussi les dossiers, et puis ça n'a pas bougé, tel a fait ci, tel a fait ça, ça ne va pas bouger. Donc là, ce n'est pas aux policiers seuls qu'il faut parler. Et je pense que l'heure n'est même plus à parler. Nous sommes dans une opération main propre. C'est de commencer à sanctionner les indélicats. Et à partir de ce moment, on pourra avancer. Mais si on va rester dans ces conditions-là, le changement, quelle que soit la bonne volonté du nouveau policier, du nouveau directeur général, quelle que soit la bonne volonté de M. Ouattara, ça ne va pas bouger. Merci, monsieur les juges. Nous allons une fois de plus nous intéresser à l'actualité malienne. Les sanctions, en tout cas prises par la CEDEAO, s'invitent une fois de plus au tribunal de l'actualité. Le moins qu'on peut dire, c'est que le cas malien divise au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors la Chine et la Russie, en tout cas, font bloc derrière le Mali et refusent d'entériner un texte qui soutient les sanctions prises par justement l'UEMOA et la CEDEAO. Déjà, juge, votre réaction par rapport à cette prise de position en faveur du Mali? On peut dire que ce sont des soutiens de taille quand même, la Russie et la Chine. Oui, mais moi je ne lis pas cela directement comme un soutien au Mali, mais je vois en cela le jeu de position qu'on a au sein de ce Conseil de sécurité là sur des postures principiennes concernant quelquefois même des sujets transversaux à certains pays, mais qui ne régalent pas la tête du client pour s'opposer. C'est comme ça que je vois la chose. Ce n'est pas parce que c'est le Mali qui veut le soutenir, mais c'est parce qu'ils ont des principes sur lesquels souvent ils ne s'alignent pas entre eux, et c'est ce que cela donne. Et quand vous regardez, au fond, c'est quoi? Ça fait peut-être le bonheur du Mali, mais pour parler d'engagement de la Chine ou de la Russie, je pense qu'il faut des actes peut-être un peu plus fort pour qu'on sente qu'il y ait une posture d'accompagnement dans ce qui est en train de se passer ou pas. Mais pour l'instant, ce que moi je regarde, c'est que très souvent, quand on a ce type de décision, ce type de problème qui arrive au Conseil de sécurité, ils ont du mal souvent à s'attendre. Qu'est-ce que la Chine et la Russie, je la mette en avant? C'est la non-ingérence. C'est des principes qu'ils gardent, évidemment. Quelquefois aussi, sur certaines questions, c'est les autres qui vont défendre la non-ingérence. Il y a des précarés et sur la question de ces intérêts-là, chacun souvent a ses postures. Mais quand vous regardez, pour peut-être en termes de... pour bien étayer ce que je dis, on se rappelle, et je le rappelais ici il n'y avait pas si longtemps, sur le cas centrafricain par exemple, alors que la France veut donner des armes à la Centrafrique, 1500 armes, qui bloque, c'est la Russie. Parce que pour elle, ce n'est pas possible qu'on donne des armes qui ont été saisies sur des théâtres d'opération et donc qui ont servi à tuer. Ça ne se fait pas et ce n'est pas normal. Quand la Russie, sous la demande de la Centrafrique, décide de donner des armes à Touadéra, qui bloque, c'est la France. C'est-à-dire le premier donateur est bloqué par la Russie, et la Russie, qui veut être donateur, est bloquée encore par la France. Je veux dire que c'est souvent ce jeu-là auquel on assiste. Donc pour moi, ce n'est pas du pour ou contre. Pour l'instant, on est dans des postures principielles, donc on regarde. Maintenant, pour par exemple le Mali, qui est en train de chercher à être plus étroit en termes de coopération avec la Russie, c'est de voir maintenant avec les sanctions qui vont fortement asphyxier, c'est clair, le Mali, qu'est-ce qui sera entrepris
vers la Russie pour se donner un bol d'oxygène? C'est peut-être la question maintenant qu'il faut se poser. Et c'est là on va savoir si la Russie, de façon claire, décide de soutenir le Mali. Je disais qu'avec ce qui s'est passé, notamment la posture guinéenne, ça ouvre en tout cas des champs de possibles pour ce qui est du Mali, en leur permettant d'avoir un accès à la mer. Donc, accès à la mer, ça veut dire possibilité de se faire ravitailler. C'est là où on va voir le vrai soutien russe ou supposé russe. Et puis comment est-ce que la diplomatie malienne va manœuvrer. Maintenant, si c'est les questions de sanctions et les discussions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, je ne suis pas surpris sur les postures que je vois. Et pour moi, il ne faudrait pas le lire forcément comme un soutien forcément pour le Mali. Okay. Donc pas de surprise pour ce qui concerne la position de la Chine et de la Russie concernant ces sanctions. La France qui reste droite dans ses bottes et qui estime qu'il faut appliquer ces sanctions-là. Alors, juge Bougma Vaal a dit, au-delà des intérêts des Maliens, le Mali se retrouve au cœur du jeu diplomatique des puissances internationales. Oui, mais c'est comme ça parce que ce sont des intérêts. Et puis, bon, le Mali aussi fait partie des pays qui ont ratifié la charte de l'ONU. Il a eu d'ailleurs lors de la dernière assemblée générale, le premier ministre malien Choguel Maïga avait pris la parole à cette tribune pour dénoncer l'abandon en plein vol de la France vis-à-vis du Mali, qui a obligé aussi le Mali à trouver d'autres partenaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc naturellement, c'est un État à part entière de l'ONU, donc naturellement il va falloir que l'ONU siège compte tenu de cette situation. Et j'ai dit que, et comme on appelle ça, et dans la tradition, ça évolue comme ça. Ce sont les instances sous-régionales qui se réunissent. Après, c'est l'Union africaine et puis l'ONU. Donc, c'est par gradation. Et donc, ici, c'est l'ONU également qui se réunit. Donc, les 5 qui détiennent le veto, naturellement, vont s'exprimer sur cette question. Mais ce que Geoffroy a dit, c'est vrai, ce n'est pas seulement la question malienne. Donc, en 2003, quand il s'agissait d'envahir l'Irak, on avait vu ce qu'on avait appelé le fameux non-aniette. La France qui avait dit non, la Russie qui avait dit niet, et puis l'Allemagne, c'est vrai qu'elle ne siège pas là-bas, a dit non. Et puis il y avait la Chine également qui était opposée à cette guerre en Irak, qui a dit nous ne partons pas. Après, quand fallait déloger Gbagbo, la Russie et la Chine se sont fait piéger dans les termes de la résolution qui a consacré effectivement l'utilisation des armes lourdes et même l'aviation pour pouvoir déloger Gbagbo de son bunker en avril 2011. Mais parce que ils ont donné leur caution pour cette intervention-là. Et après, les deux se sont rendus compte que elles n'ont pas fait attention au texte. En tout cas, après, c'est des pays qui étaient mal à l'aise et la Russie n'avait pas fait mystère de ce qu'elle avait dit, elle s'est fait avoir. La preuve en Libye, ils ont dit non. On voulu tenter d'envoyer ça devant le Conseil de sécurité pour que... Non, la Russie également a dit non. Donc c'est des questions de principe. Et sur plusieurs autres pays, même la Corée du Nord, on connaît la position russe. En Syrie, on connaît la position russe et la position chinoise. Donc ce n'est pas parce que c'est le Mali. Maintenant que le Mali se trouve au cœur de l'ONU, oui, c'est vrai, parce que ces mêmes pays aussi ont leurs forces qui sont stationnées au Mali, avec des soldats, avec de l'armement. Et donc, il y a aussi des intérêts de ces pays-là au Mali. Et la France, par la voie comme on appelle ça, de Le Drian et de Parly, on dit à la Russie de ne pas s'en prendre aux intérêts des puissances qui sont engagées au Mali. Donc, naturellement, le Mali fait l'objet d'enjeux de combat et de règlement de compte sur le plan diplomatique et des querelles de leadership par rapport à qui on va pouvoir avoir une bonne part. Donc, il y a une Chine qui guette naturellement, qui est au Mali, mais il y a une Russie également qui est en train d'étendre ses bases. Donc après la Centrafrique, où la Russie a réussi à faire en sorte que la France d'abord les bagages, ensuite les instructeurs de l'Union européenne également suspendent leurs instructions, leur formation des troupes centrafricaines. Donc c'est une Russie également qui se dit le Mali aussi a intérêt à prendre un espace. Donc en même temps qui dit parce que le Mali est en train d'être armé par la Russie avec tout ce qu'on connaît comme arsenal, comme appui même en hommes.
Donc Wagner qui est cité à tort ou à raison, mais je dis bien c'est une opportunité également pour la Russie de se rapprocher davantage du Mali qui est d'ailleurs son allié historique. Là aussi il ne faut pas oublier que la Russie est un allié historique du Mali et beaucoup d'officiers maliens ont été formés en Russie parce que c'est une longue tradition de collaboration, de coopération, même si c'est appelé en degré précaré français. Donc là, effectivement, c'est normal que le Mali soit au cœur des enjeux parce qu'on ne vit pas en vase clos. On a ratifié des conventions, des collaborations qui nous lient à ces autres pays. Donc c'est normal que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse siéger pour voir quelle attitude effectivement tenir. Alors certaines figures de proue de la société civile africaine ont pris position pour le Mali au lendemain des sanctions. Des appels à manifestation sont lancés pour justement faire échouer ces différentes sanctions-là. Au-delà de l'aspect symbolique, est-ce que vous croyez à cette mobilisation qui peut amener la CEDEAO à fléchir? Oui, je crois que c'est toujours bon à un moment donné aussi pour ceux dont la voix ne porte pas, de trouver les moyens de se faire entendre. Et ce type de manifestation-là, c'est clair que ça va avoir son écho. Et ce qui est peut-être en la matière aussi intéressant et qui permet aussi de marquer les esprits, c'est que vous avez aussi beaucoup de leaders qui, dans divers domaines, on prend le cas de Alpha Blondy, vous regardez une vidéo qui est devenue virale, qui partage son sentiment sur les décisions de la CEDEAO, vous avez quelqu'un comme Kémy Séba, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fustigé les décisions qui ont été prises et ça a un impact parce que ça met aussi, quoi qu'on dise, nos présidents dans leurs petits souliers. Ça veut dire que les décisions qu'ils ont eu à prendre ne sont pas partagées forcément par la CEDEAO des peuples. Et là, ça doit les mettre vraiment mal à l'aise. Je pense qu'il y a une date, c'est le 22 janvier. Et je pense que ça risque de se passer dans la plupart des pays de la CEDEAO où il y aura cet appel à venir manifester son désaccord face aux sanctions qui ont été prises à l'endroit du Mali. Oui, je suis d'accord, ça peut avoir en tout cas un certain impact et puis mettre quand même mal à l'aise ces chefs d'État. N'oublions pas aussi que derrière, il y a quand même aussi une opportunité qui est donnée de discuter. J'ai dit, les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, ce n'est pas la première fois qu'on l'a contre le Mali. Juste après le coup d'État de 2020, ça avait été fait pareil, dans la même proportion. Fermeture de frontières, gel des avoirs, le compte d'opération du Mali, tout ça avait été fait. Mais ça n'a pas duré parce que, bon, après, il y a eu des lignes qui ont bougé et des discussions qui ont pu être menées. Moi, quand j'écoute aussi les autorités maliennes, elles ne sont pas fermées à ces discussions-là. Elles se disent qu'il y a un juste milieu à pouvoir trouver. Même si on sait que la durée de la transition, quand même, ce qu'ils ont proposé, c'est un peu fort. Hein. Ça, faudrait pas qu'on se le cache. Maintenant, au fond, est-ce que ça peut avoir ici et maintenant un impact et sur les décisions ou mettre un peu mal à l'aise les chefs d'État pour revenir très vite à d'autres mesures? Je pense que ça sera un peu plus difficile parce que je suis convaincu, et je le dis encore, que les décisions qui ont été prises par la CEDEAO ont été motivées par, je dirais pas forcément une pression, mais un alignement sur la France et notamment l'Union européenne qui, c'est pas aujourd'hui, a commencé déjà on va dire, mettre la pression sur le Mali. Wagner, on sait les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne concernant Wagner il n'y a pas si longtemps. Donc, on sait aussi comment le ton est monté entre la France, parlant de diplomatie, et le Mali sur ces questions. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais accepter que certaines bottes viennent là où il y a leurs intérêts. Donc, pour moi, c'est ces choses-là qui sont en train de s'exprimer aujourd'hui. Mais c'est bien que les peuples, les populations au niveau de la CEDEAO, si elles ne sont pas d'accord, marquent cela à travers des manifestations. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que le débat auquel on avait droit concernant le Mali, il est passé ailleurs. C'est dire, il y avait un bras de fer sur le cas Wagner. Maintenant, c'est un pays qui sont en train d'asphyxier, pour qui le plus urgent, c'est chercher à avoir un peu d'air, parce que c'est clair que bientôt, la question, je le dis encore, la question des salaires, ça sera difficile au Mali pour pouvoir les régler. Et
même le quotidien du Malien, ce sera un peu plus compliqué. On connaît un peu les vases communicants qu'il y a entre nos différentes économies. Même nous, Burkinabés qui avons pris cette décision, qui avons participé à la décision, on connaît les cars qui transitent, qui quittent le Mali pour venir ici, et ceux qui font aussi les affaires qui continuent là-bas. Donc on sera d'une façon ou d'une autre impacté. Maintenant, est-ce qu'on aura la sagesse d'ouvrir le dialogue et puis apaiser les choses de sorte à ce qu'on aille dans un allègement des sanctions, mais assez vite? Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Sinon, le reste ne sera que bavardage et peut-être démonstration de force, mais il faudrait que les dirigeants de la CEDEAO reviennent à de meilleurs sentiments et très vite. D'accord. Alors pour beaucoup, la crédibilité de ces deux institutions, l'UEMOA et la CEDEAO, se joue notamment selon l'issue de cette crise-là, engagée avec le Mali. Non, leur crédibilité est même déjà entamée. Déjà entamée, parce que sur certaines questions, ces deux institutions, on ne les entend pas. En Guinée, toutes les prémices d'une crise, les germes d'une crise politique étaient déjà clairs. Elle n'a rien dit. Mieux, avant la Guinée, même au Burkina, quand Blaise Compaoré forçait pour modifier l'article 37, je ne les ai pas entendus. Je dis non, c'est une diplomatie souterraine, en fait, c'est dans des coulisses. C'est pas une affaire de coulisses. Quand Blaise avait pris son courage pour dire à Tandja qu'il partait droit dans le mur, quand Tandja voulait son Tadjarché, Blaise a prononcé sa sortie en Tunisie. En ce moment, les uns et les autres avaient dit c'est courageux et s'attendaient à ce que Blaise aussi ne fasse pas la même erreur. Il est venu, c'était aussi dans les mêmes erreurs que Blaise est venu tomber. Mais au niveau de la CEDEAO, qui a dit quoi que ce soit? Personne. C'est vrai, Blaise a eu des propositions pour lâcher du lest, francophonie. Abdou Diouf a passé des heures à Ouagadougou pour convaincre le président Blaise Compaoré de prendre. La francophonie est allée même loin, a repoussé, a décalé d'une année le changement à la tête de la francophonie pour attendre que Blaise finisse son mandat. C'est ce qui avait été dit. C'était en 2014. Mais c'est en 2015 que Michel Jean, la Canadienne, a pris les rênes de la francophonie alors que le mandat d'Abdou Diouf a été prolongé. Pour certains, c'était pour ça. Mais la CEDEAO elle-même, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Nous sommes arrivés à la crise guinéenne. Rien. À la crise ivoirienne. Rien. Mais ce sont des crises, c'est une situation chrysogène. Donc, déjà, cette crédibilité de la CEDEAO avait été entamée depuis cette période-là. Je prends les périodes récentes, jusqu'à maintenant. Et elle continue de s'enfoncer et de s'enliser par rapport à sa crise de confiance au capital crédit qui est en train comme on appelle ça, d'être enlevé. Donc, c'est devenu un syndicat des chefs d'État, c'est devenu une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Donc, et ici, la sanction est moins orientée vers les dirigeants maliens que les populations, parce que ce qui a été pris comme décision frappe de plein fouet les populations, mais pas forcément les dirigeants qui font partie de la population malienne, mais l'asphyxie va plus être ressentie par le citoyen malien lambda que par l'autorité. Dernier, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, je disais que ce qui est dommage un peu dans le cas malien, quand on regarde, à chaque fois, on nous ramène à d'autres sujets. Vous savez, à un moment donné, il faut se dire de façon claire, si, et je suis convaincu, si le Mali n'avait pas entrevu ses choix avec Wagner et la Russie, c'est sûr que la France ne serait pas, et les pressions qu'on a aujourd'hui n'existeraient pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de pression sur le Tchad et qu'il continue tranquillement ces choses? Si c'est la démocratie qu'on veut défendre, on ne devrait pas l'avoir à géométrie variable en termes de perception. Même quand vous regardez, dès que le Mali a commencé, on dit Wagner, on nous dit on présente Wagner comme étant, voilà, ces messieurs-là, quand ils viennent, ils sont sans foi ni loi, ils viennent, ils cassent tout, et ils ne respectent aucun droit. Et en Centrafrique, on a rappelé que leurs dérives sont légion, mais on oublie de dire aussi quelque chose, même la France, Sangaris, en Centrafrique, il y a un travail, Bradan, journaliste, qui a fait un travail sur des tolérances zéro, très intéressant, sur les dérives des soldats français en Centrafrique. Mais ça, on n'en parle pas, c'est passé sur la table de l'ONU. Des gamins de 7 à 13 ans, des enfants de 7 à 13 ans qui ont été violés à Mpoko. Mais on n'en parle pas. Mais c'est des soldats français.
C'est-à-dire que si on veut aujourd'hui créer des problèmes dans le problème, on ne va pas finir. Le Malien a besoin de quelque chose. Il a besoin de plus de sécurité. Et ça incombe d'abord aux autorités maliennes. C'est elles qui ont à répondre devant leur peuple des choix qu'ils font. Donc, s'ils choisissent des alternatives pour une sécurité plus intéressante, il faudrait leur laisser ce choix. Je pense que c'est le débat de fond qui fait que, bon, aujourd'hui on est en train de partir, on est en train d'aller loin. Maintenant, on est revenu sur la question de la durée de la transition, on n'est pas dans la démocratie, c'est ceci, c'est cela, mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Et ce qui est dommage, c'est que nous qui sommes les pays voisins, on a lâché le Mali, pire, on est en train de le pousser dans le gouffre. Est-ce que ça va nous grandir? C'est la grande question que je me pose. Okay. Récent rebondissement dans la crise née des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali et le changement à la tête de la police nationale. Voici les deux sujets qui avaient été retenus pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. Merci, messieurs les juges, pour les différentes clés de lecture sur ces deux actualités-là. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.